Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Anne Richard, fondatrice du projet Hey Modern Art et Pop Culture. Dans cet épisode, Anne nous parle de sa nouvelle exposition Hey le dessin à la Halle Saint-Pierre à Paris, à voir absolument jusqu'au 31 décembre 2022. Alors aujourd'hui, je reçois Anne Richard, donc éditrice et rédactrice en chef et directrice artistique du projet Hey Modern Art et Pop Culture. Donc vous dirigez la revue d'art ainsi que les projets d'exposition qui sont une sorte d'exploration de la scène artistique alternative, et on reviendra sur le sujet ensuite. Je rappelle aussi que vous étiez commissaire de l'exposition Tatoueur tatoué au musée du Quai Branly en 2014, je crois que c'était en 2014, et qui fait désormais un peu le tour du monde. Donc on se rencontre aujourd'hui car vous êtes commissaire de l'exposition Hey le dessin à la Halle Saint-Pierre à Paris. Donc l'exposition est commencée depuis le 22 janvier et se termine le 31 décembre 2022. Donc on a encore beaucoup le temps d'aller la voir. Donc déjà bonjour Anne et merci de m'accorder cette interview. Bonjour. Ma première question, c'est un peu la question traditionnelle sur le podcast. Comme c'est un podcast pour le tatouage, j'aime bien savoir quelle est votre propre définition du tatouage. Ma propre définition du tatouage, c'est la définition littérale du tatouage, c'est-à-dire l'action de faire pénétrer dans la peau de l'encre. Je voulais qu'on parle alors la revue existe depuis 2010, il me semble, et renverse un peu les codes de bon goût et de mauvais goût, et en valorisant notamment tout ce qui est un peu la culture populaire et le surréalisme. Et il y a beaucoup de médiums qui sont représentés, comme la peinture, le dessin, le graffiti, la photo, la BD et bien sûr le tatouage. Je me rappelle, moi, personnellement, de la première expo en 2011 que j'avais adorée. Et justement, j'avais vu des superbes œuvres de Jean-Luc Navette ou les bras en silicone tatoués par Guy Tatoueur. Donc, c'était vraiment incroyable. Et pour moi, ces expositions, elles ont vraiment contribué à élever le tatouage au rang d'art auprès du grand public ces dernières années. Comment ont été accueillies les expositions et est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur la perception du tatouage ? En 2010, quand le premier numéro de la revue est sorti, il était clair qu'il n'existait pas d'équivalent en Europe et au monde d'ailleurs, sauf le grand frère, le grand mentor, la publication américaine qui s'appelait Juxtapose, mais qui était à l'époque en 2010, qui avait perdu son âme et sa flamme, puisque Robert Williams avait quitté la rédaction. Robert Williams est le fondateur, cofondateur de Juxtapose, avait quitté la rédaction il y a déjà bien longtemps, et Juxtapose était aux mains de la publicité en fait. Donc quand la revue est sortie, le numéro 1 de la revue est sorti, plus personne, sauf les aficionados dont je faisais partie, personne ne relayait les arts
on va dire, basé sur les discours et esthétiques développés par les contre-cultures depuis la fin du 19e, dont auxquels appartiennent le surréalisme pop, mais surtout le lowbrow art. Donc c'était vraiment l'idée de revenir aux racines de cette chose-là et de rendre compte d'œuvres et d'artistes qui parfois même étaient déjà morts et qui concouraient à faire vivre un rhizome d'esthétique artistique, on va dire, considéré comme totalement excentrique par le marché existant. Quand je parle de marché, je suis aussi littérale, donc je parle de produits vendus. Donc là, il a toujours existé dans le rhizome alternatif des grandes œuvres, des grands pionniers, des grands artistes qui ont fait vivre et qui ont fait circuler des pensées, qui soient esthétiques ou théoriques, sur des sujets qui intéressent particulièrement l'underground, mais qui n'étaient pas du tout visibles par le reste de la population, même si la population, sans se le dire, sans le savoir, cherche aussi à être étonnée. Tout le monde cherche l'émerveillement. Donc moi j'ai essayé de réveiller tout ça, enfin j'ai réveillé tout ça, je ne suis pas que la rédactrice en chef, je suis la fondatrice en fait du projet Hey. Et donc voilà, donc effectivement, quand la revue a surgi en librairie, des gens comme moi se sont jetés dessus, puisque moi je n'ai créé la revue que parce que j'avais envie de la lire. Je n'ai absolument jamais pensé avoir un lectorat. J'ai vraiment créé la revue pour moi. Hey est un travail d'auteur. Donc à travers Hey, je ne parle que de moi. Je ne parle que de ce que j'aime et de ce qui m'a fait vibrer depuis que je suis pré-adolescente. Après, la frustration de ne pas voir relayer tous les artistes et œuvres qui, de mon point de vue, fabriquent une nouvelle vision du monde, une autre vision du monde, ou en tout cas qui soclent la façon dont je me positionne face au monde. Il y avait beaucoup de frustration de savoir qu'il n'y avait pas du tout de relais, ou si peu de relais. Et il y avait aussi beaucoup de tristesse d'avoir vu ce magnifique projet Juxtapose, ce magnifique projet décliné. Puisque pour les gens qui ne connaissent pas, Juxtapose a été créé par des artistes et a été créé pour sortir de l'ombre tous les grands faiseurs de ce qu'on appelait à l'époque le lowbrow art. Et dans le lowbrow art était complètement inclus, j'allais dire aspiré, mais ça n'est pas le terme, puisque c'était totalement conscient, mais était inclus toute l'iconologie du tatouage. Donc ça fait partie, le tatouage fait partie du lowbrow, est une grande inspiration du lowbrow, et est une pierre angulaire du lowbrow. Et beaucoup de tatoueurs d'ailleurs ont fait vivre le lowbrow de la première heure. Moi je pense à Bob Roberts par exemple, je pense à Ed Hardy. Donc ce sont des tatoueurs historiques encore vivants, américains, qui les premiers ont aussi alimenté les premiers réseaux lowbrow en peignant et en faisant circuler des dessins et des peintures qui, quand on les regarde d'un point de vue du tatouage, sont des images indépendantes et qui pourtant sont un relais fort, un relais indépendant, un relais particulier, un relais excentrique de l'histoire du tatouage. Donc le lowbrow, donc pour en revenir à Hey, une des premières familles que Hey a relayées, et ce que vous avez vu dans l'exposition en 2011 à l'Halle Saint-Pierre, qui s'appelait Hey Part 1, je crois, c'était ça. Les œuvres de Guy le tatoueur, donc ses bras en silicone, qu'il a ensuite tatoués, puis coffrés
dans des sortes d'écrins que lui-même aussi avait fabriqués. Les grands dessins de Navette. Moi, je connaissais Navette à travers son tatouage, mais il faisait déjà de l'illustration, mais c'était de l'illustration. Et donc, je l'ai encouragé à faire des grandes œuvres. Et c'est ça que j'ai montré, parce que je voulais vraiment montrer l'envergure de ce qui se cache dans les studios de tatouage une fois que le tatoueur ne tatoue pas. Tout à fait, ça nous fait rebondir sur cette nouvelle exposition qui met en avant le dessin. Il me semble que c'est les 10 ans de collaboration entre Hey et le musée de la Halle Saint-Pierre. Donc cette édition est entièrement consacrée au dessin. Elle regroupe 113 artistes internationaux de 20 pays différents. J'ai vu qu'il y avait plus de 500 œuvres exposées. Justement, ça montre un peu que le dessin peut être l'objet d'une étude, d'une recherche, mais que c'est aussi une œuvre à part entière. Pourquoi avoir fait le choix de célébrer cet anniversaire de 10 ans de collaboration en mettant à l'honneur spécifiquement le dessin ? Je n'ai pas fait le choix de mettre à l'honneur, comme vous dites, le partenariat entre Hey et la Halle Saint-Pierre. C'est juste que pendant le Covid, je fréquente tout le temps la Halle Saint-Pierre, qui est un musée à Paris. Et quand on m'a demandé ce que j'étais en train de faire, j'ai dit que j'étais en train de préparer un spécial dessin, qui d'ailleurs est sorti en digital et disponible sur le site. Je ne l'ai pas sorti en papier parce que j'avais pas les finances pour le sortir en papier. La revue coûte très cher à fabriquer. Et donc j'ai expliqué que j'étais plongée dans l'observation de la pulsion graphique contemporaine au présent. Et ça a intéressé le musée. Et à ce moment-là, le musée m'a demandé de faire une exposition. Il se trouve que ça tombe. Alors 10 ans, c'est vite dit, puisque j'ai célébré la sortie du numéro 1 de Hey ici aussi. Donc ça fait 12 ans en fait qu'on collabore ensemble, mais bon, ça fait 10 ans d'exposition. Et pourquoi le dessin ? Parce que le dessin c'est une pierre angulaire. Hein. J'ai construit Tatoueur Tatou au musée du Quai Branly sur cette vision-là aussi. Et puis le dessin que j'ai voulu traiter sur 3 axes très différents. Alors le dessin, c'est complexe et en même temps très académique. Donc vous avez une idée du dessin qui est très académique, surtout en France, et qui est complètement relayé par le marché de l'art et les foires d'art. C'est-à-dire que quand vous allez en foire spécialisée dessin, vous voyez du dessin en 3D. Ou sur carton, ou sur bois, ou sur papier. Mais bon, en 2D. C'est du dessin en 2D. Et moi, je n'avais pas du tout envie j'ai toujours une approche assez iconoclaste des choses. Et j'avais envie de montrer la pulsion graphique et la puissance, le pouvoir du dessin, le pouvoir de création du dessin, autour d'axes très différents qui puissent permettre au public de voir du dessin sans circonscrire les œuvres exposées à du dessin en 2D. Donc j'ai choisi 3 axes pour présenter du dessin. Le premier, le dessin comme matrice, c'est-à-dire les artistes qui ne s'expriment qu'à travers le dessin et qui ne s'exprimeront quoi qu'il arrive qu'à travers le dessin, puisque c'est leur exploration majeure. Et ensuite, le dessin dans sa puissance de transformation, donc le dessin en tant qu'intermédiaire, c'est-à-dire des artistes qui, quoi qu'il arrive, doivent passer par le dessin, mais peuvent donner à la finalité de leur œuvre autre chose que du dessin. Et puis le 3e axe, c'est l'interrogation, en tout cas le questionnement du dessin en tant que geste réhabilitant. Donc ça donne une exposition effectivement foisonnante, comme j'ai l'habitude de faire, parce que le public aussi a été assez émerveillé en découvrant les expos Hey pleines comme un œuf, j'ai envie de dire. On sortait d'ambiance très académique ou très conceptuelle, en tout cas très froide. Moi j'ai fait réentrer l'organique, j'ai fait réentrer le bruit et la fureur.
dans un système de monstration institutionnel. Donc les expos Hay sont foisonnantes, il y en a vraiment beaucoup partout, mais par contre avec un sens profond. Donc là, voilà pourquoi j'ai choisi le médium du dessin, parce que je me suis aussi frottée à... C'est toujours très ennuyeux de faire toujours la même chose. Voilà. Et c'est vraiment pas mon truc. Et donc faire une expo Hay, d'accord. Le musée me redemandait de faire une expo Hay, d'accord. C'était la 5e. J'avais pas du tout envie de remontrer ce que je pense qui a déjà été bien fait à travers 4 expos. La dimension de la singularité, en tout cas l'interrogation des dimensions singulières au sein de l'art contemporain. J'avais plus envie de me frotter à une réflexion que je n'avais encore jamais menée. Et donc je l'ai circonscrit à un médium en fait. Parce que l'idée de réfléchir sur un médium en particulier vous oblige à faire le ménage. À faire le ménage dans les idées et à comprendre ce qui tient vraiment la route ou pas. Après, il y avait la difficulté de l'ère du temps, c'est-à-dire le Covid, avec toutes les pénuries de matières premières, et donc en premier lieu, et malheureusement pour la planète, des énergies fossiles. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand je fais venir une sculpture d'Amérique du Sud, on va dire de Colombie, ça coûte très cher. Si la sculpture est vraiment précieuse, je vais être obligée de la déplacer en avion. Ça veut dire que je fais du camion, du transport dédié en art en camion. Et ensuite, je fais transiter l'œuvre en aéroport et qu'ensuite l'œuvre prend l'avion. L'œuvre est accompagnée, en plus, de quelqu'un qui surveille la caisse. Et ensuite, tout ça, d'abord, est horriblement polluant pour la planète et ensuite coûte horriblement cher. D'autant plus en temps de Covid, où les énergies fossiles sont en train de tripler de prix. Voilà. Donc, il y avait des conditions particulières. Donc, je me suis mise dans une condition intellectuelle, on va dire, très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis ensuite, il fallait faire avec les conditions du Covid qui n'étaient pas faciles. Donc la thématique du dessin était tout à fait intéressante à déployer à travers tout ça. Et comment s'est passée la sélection des artistes ? Est-ce qu'il y a un lien particulier entre les œuvres ou les artistes qui sont exposés ? Le lien, c'est forcément la thématique du dessin et les 3 axes dont je vous ai parlé. Donc le choix a été circonscrit sur ces 3 axes-là. Et puis après, les liens visibles que j'actionne, parce que ça c'est la pierre angulaire de mes commissariats, et ben je vous laisserai le décrire vous-même. Parce que c'est justement ce qui est intéressant et de mon point de vue ce qui fait vraiment exister les commissariats Hay par rapport aux autres expositions qui peuvent exister autour de ça, c'est la façon dont j'arrive à rendre visibles des liens invisibles. Et ça, c'est la confrontation des œuvres entre elles. Et justement, pourquoi on considère cette scène comme alternative ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette notion et pourquoi c'est considéré, quels sont un peu les contours ? D'abord, on est toujours l'alternative de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, qui pose cette question et en face de quoi ? Si le Figaro magazine me pose cette question, je sais où il se place. Et je sais y répondre. Si le Quai Branly me pose cette question, je sais y répondre parce que je connais leurs référents. Si quelqu'un que je ne connais pas et dont je ne connais pas la culture me pose la question, je ne sais pas répondre parce que je ne sais pas par rapport à quoi vous parlez. Encore une fois, on est toujours l'alternative de quelqu'un. Donc pour le marché de l'art et le grand marché, ce que les gens ne connaissent pas et qui est le vrai marché de l'art, je suis
vraiment l'alternative de cette chose-là. Pour le second marché de l'art, je suis un autre territoire à explorer, mais qui n'est pas rejeté. Pour l'alternative elle-même, je suis à rejeter, puisque l'alternative pure et dure ne comprend pas ce que je fais. Là, vous allez voir à l'exposition, il y a, on va dire, Alphonse Eugène Courson. Ce sont 14 dessins. J'expose 14 dessins sur 16 dessins retrouvés au monde. C'est un homme qui est né au milieu du 19e siècle, qui a fait toutes les guerres napoléoniennes, qui a été déserteur, qui s'est donc retrouvé à Biribi et qui ensuite est mort en vagabond. On a retrouvé dans sa besace et dans ses affaires un tas de dessins. Pour moi, c'est un des futurs grands de l'art brut. Ça fait 10 ans que je travaille dessus. Ce que vous allez voir, là, c'est tout à fait exceptionnel. Encore une fois, il n'y a que 16 dessins au monde de retrouver. Lui est la profonde alternative à tout ce qui peut exister de ce que l'art contemporain est capable de présenter aujourd'hui. Mais par contre, il n'est pas marchandisable. C'est-à-dire que un dessin n'est pas, vous ne pouvez pas le valoriser. Vous pouvez le mettre à 300 000 € tout de suite, à cause de sa rareté. Mais vous pouvez aussi le mettre à 500 €, voire à 50 €, parce que vous ne savez pas qui est Alphonse Eugène Courson. Donc ça, pour moi, c'est la véritable alternative. Après, à l'intérieur de ça, alors on dit, hey, le dessin, c'est une exposition d'art alternatif. Sur le plateau du haut, je présente 4 dessins de Laurie Lipton. Laurie Lipton, ses dessins coûtent jusqu'à 500 000 $. Là, j'ai 2 œuvres majeures dont je ne vous dirai pas le prix. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Donc ça, c'est le point d'orgue de mon commissariat. Laurie Lipton, alors que c'est une star du dessin international, c'est sa première exposition en France. Vous pourriez vous demander pourquoi. Laurie Lipton, elle est profondément excentrique. C'est une ermite qui ne parle à personne et qui ne fait que dessiner. En ce sens-là, on peut la rapprocher dans sa façon de vivre, dans son mode de vie, et on sait comme c'est important dans les alternatives. Dans son mode de vie, on peut vraiment la considérer comme alternative. Il se trouve que moi, j'ai inauguré un relationnel avec elle depuis 10 ans. 10 ans déjà. 11 ans, depuis 11 ans. Et c'est à l'aune de ces 11 ans qu'elle a commencé à me faire confiance et que tout d'un coup, des œuvres arrivent en France. Donc oui, Laurie Lipton, sur le marché de l'art, elle n'est pas alternative. Elle vaut le prix d'une maison. Une pièce d'elle vaut le prix d'une maison. Mais par contre, elle est alternative dans le sens où elle ne se donne pas à n'importe qui. Elle ne se donne pas à voir à n'importe qui. Et ensuite, la relation que j'ai avec elle, c'est peut-être la relation que vous avez vous-même avec elle, c'est-à-dire que Laurie, c'est l'influence souterraine de tous les gens qui ont observé le dessin au tout début des années 90, alors qu'explosait Internet. C'est quelqu'un qui a mis au point une technique de dessin inédite, qui pourtant nous vient des grands classiques hollandais du 15e. Mais c'est une technique de dessin inédite. Ensuite, elle s'est appropriée des sujets de dessin totalement excentriques. Elle était seule à dessiner ce qu'elle dessinait en termes de sujets. Elle est devenue culte dans tous les milieux alternatifs grâce ou à cause de ça. Il y a des gens qui regardent Hey comme une revue de très grande ampleur, plus du tout underground. Et puis, moi, je n'arrête pas de rencontrer des collectionneurs d'art qui me considèrent comme totalement underground. La grande représentante de l'underground actuelle. J'ai rien à répondre à ça, vraiment.
C'est complètement subjectif. En fait, c'était aussi pour reprendre un peu la présentation de l'exposition comme une scène artistique alternative, mais je comprends que c'est complètement subjectif et surtout ça dépend de quel côté on se met et d'où l'on vient. Et moi, je suis pas du tout une experte sur le sujet, mais ce qui est important, je pense aussi pour moi et pour d'autres personnes qui font partie du public de ces expos, c'est vraiment l'émotion qui est suscitée par ces œuvres, que ça soit de la curiosité, de l'émerveillement, comme vous disiez tout à l'heure, ou même de la peur, de la tristesse, toute la multitude d'émotions qui peuvent être transmises par cette exposition. Je pense que c'est ça qui est aussi important si on n'a pas toute la culture un peu d'histoire de l'art qui va avec. C'est vraiment le premier geste, c'était mon premier geste en termes de commissariat. C'est-à-dire que de base, alors les grandes lignes communes de tous les commissariats Hay, c'est que je ne regarde pas du tout, je ne tiens pas du tout compte de la réputation de l'artiste et de l'œuvre. Je tiens compte uniquement de la qualité de l'œuvre. Donc, ce qui fait que, et d'ailleurs, ça a vraiment estomaqué l'intelligentsia Beaux-Arts ici en France, c'est que j'étais capable d'installer exactement de la même façon une œuvre très très connue d'un artiste reconnu à côté d'un artiste totalement inconnu et qui sort de nulle part et dont c'est même peut-être la première exposition. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi de faire ça. Ensuite, de montrer qu'il y avait des sujets, des grands sujets de peinture, des grands sujets de dessin qui n'étaient plus du tout représentés dans l'art contemporain, c'est-à-dire la maladie, la vieillesse, la mort, le corps, tout ce qui est organique et toutes les émotions qu'on considère comme effrayantes et qui pourtant en fait vous rendent vivant. Ensuite, la troisième grande ligne du commissariat, maintenant je ne le dis plus parce que ça énerve trop de gens, mais c'était vraiment d'abolir la médiation. Je hais la médiation. C'est vraiment une invention de la gauche caviar et c'est une perpétuation de toute l'intelligentsia gouvernementale de la culture qui instaure des règles pour pouvoir verser de l'argent à des canaux qui existent et pour pouvoir continuer à les faire exister alors qu'ils n'ont rien pour exister et qu'ils ne présentent plus rien au grand public. Donc ça, c'est vraiment la médiation pour moi, c'était vraiment la chose à bannir complètement. Et par contre, moi j'aime écrire et j'estime que la connaissance, la connaissance a autant de valeur que l'émotion, que le ressenti. Et donc j'ai toujours, dans mes expositions, fait plein comme un œuf, très bruyant, criard, mais par contre avec de gros cartels à côté. Puisque je veux proposer à la personne qui le souhaite de s'arrêter pour pouvoir lire et enclencher un système de connaissances. Et pas simplement ne fonctionner que sur la mémoire visuelle ou sur la mémoire émotionnelle. Je voudrais revenir sur le sujet du tatouage. Il y a une partie de l'exposition qui porte sur l'histoire du tatouage avec les archives de Charles Pierrier qui sont au musée du Vieux-Nîmes. Pour rappeler un petit peu le contexte, Charles Pierrier est un ancien médecin de la maison centrale de Nîmes qui a publié en 1900 un ouvrage appelé Les criminels dans lequel il retraçait les résultats de ses recherches sur plus de 800 détenus. Et c'est un ouvrage qui est composé de croquis, de statistiques, de photos ou même de portraits des détenus. Selon vous, comment ces archives peuvent aider à la compréhension du tatouage d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler de continuité ? En fait, encore une fois,
mon moteur, mon ressort dans le travail, c'est le plaisir. Donc quand je construis quelque chose, il faut vraiment que ça me fasse plaisir. Et donc, pour revenir sur Tatoueur Tatoué, que j'ai fait au musée du Gris-Branly et qui a ouvert ses portes en 2014, j'ai ouvert... il existait une grande section sur le tatouage français, sur l'école française. J'ai pas réussi à avoir tout ce que je voulais avoir, mais il y avait déjà quand même pas mal d'artefacts qui étaient vraiment intéressants. Et puis depuis, l'expo a duré 1 an, et en 2016, l'expo est partie en tour, Worldwide, et donc j'ai reconstruit l'exposition sans cesse pour différents musées où il faut se plier au nouvel espace, il faut réécrire les cartels et réadapter le catalogue que j'ai dirigé. Et à l'aune de cela, la section de l'école française a été de plus en plus shrinkée, de plus en plus, elle s'est rétrécie de plus en plus pour diverses raisons. Et donc quand je me suis plongée dans le dessin, je me suis rappelé que quoi qu'il arrive, j'avais défendu le tatouage sur 3 axes différents. Et en triangulaire aussi, je sais pas, c'est un tic, une triangulaire chez moi. Le sujet, la manière et le dessin, qui sont les 3 triangulaires de l'école académique du dessin, quand elle a été créée. Et donc je me suis dit, j'ai envie de réintroduire ce matériau, mais voilà, de boucher des trous pour moi. Et bon, Perrier, j'avais pas envie. Perrier, il fait chier. C'est vraiment quand vous connaissez vraiment ce qu'il a écrit. Voilà, c'est un grand bourgeois. C'est un petit bourgeois de l'époque qui a énormément d'a priori, qui ne travaille sur ce matériau que d'un point de vue, je dirais même pas scientifique, mais vraiment avec énormément de jugement. Enfin, je déteste les écrits qu'il a faits, mais par contre, les traces dessinées sont vraiment magnifiques. Et il faut imaginer que l'école française est une grande école de tatouage et que l'école française n'est pas encore observée réellement telle qu'elle devrait l'être. Moi, j'ai pas eu le courage encore ni l'opportunité de me plonger dans un livre, mais je devrais le faire parce que sur l'école française de tatouage, il y a énormément d'images. Voilà. Il y a des images qui inondent maintenant Internet. Il y a pas mal de publications. Quand vous les parcourez, vous apercevez qu'il n'y a aucun point d'observation scientifique sérieuse, en tout cas contemporaine sérieuse, et aucun point de synthèse en fait. Il n'existe pas de documentation contemporaine qui vous fasse appréhender l'école française de tatouage de façon correcte depuis moi, je dirais, il faudrait que ça démarre au 17e. Et donc là, j'ai intégré, non pas Perrier, mais j'ai intégré Wollan, ce qui est très différent. Wollan était un des dessinateurs, un des prisonniers de la prison que vous avez évoquée, et qui par contre a été dans le civil dessinateur de métier. Il s'est fait arrêter et incarcérer pour un tout petit larcin. D'ailleurs, le musée du Vieux-Nîmes s'est trompé, a publié le fait qu'il s'était fait arrêter pour escroquerie, non, vol de bicyclette. Et en fait, quand j'ai fait des recherches, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout incarcéré pour ça. Et donc, ce que j'ai introduit dans l'exposition Hey le dessin, ce sont les dessins de Wollan, qui, grâce à Perrier qui l'avait sélectionné, a pu exercer ses talents de dessinateur en exécutant des reproductions de tatouages portés par ses co-détenus. Voilà. Donc le focus est fait sur le dessinateur
pas fait sur Perrier. Ensuite, ce qui m'intéressait sur cette période de tatouage, c'est que contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément, il n'y avait pas que du tatouage de biribi ou du tatouage de prison. Il y avait énormément de tatouages de voyage, ça on le sait aussi, mais il y avait aussi beaucoup de tatouages de corporation. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant à montrer. Et puis ensuite, d'un point de vue de l'art brut et de l'art outsider, quand vous regardez les dessins, et c'est pour ça que dans l'exposition Hey le dessin, je ne montre pas les originaux des planches qui sont conservées au Vieux-Nîmes, parce que pour moi, elles sont moins intéressantes que de montrer des agrandissements des dessins en eux-mêmes. Vous vous apercevez qu'ils sont porteurs de tout un imaginaire populaire de l'époque. Comment est-ce qu'on représentait l'idée du diable, l'idée de la fête, l'idée d'être, là je parle vraiment d'idée, l'idée d'être sous, voilà, la joie, l'amour. Comment est-ce qu'on représentait ça? Quels étaient l'imaginaire collectif à cette époque-là, qui tout d'un coup est cristallisé dans un seul dessin de tatouage. Voilà. C'est ça que je présente dans Hey le dessin. Et je l'explique bien dans le catalogue. Tout ça est très bien expliqué dans le catalogue. C'est vraiment magnifique. Il y a des dessins qui sont, quand on les observe bien, bien au-delà du fait que... alors je vais pas dire ça. Avec l'idée qu'ils aient été dessinés pour un tatouage. Voilà, il y a eu beaucoup de dessins corporate, il y a beaucoup de dessins aussi de vétérans de l'armée. Donc c'est très intéressant d'observer les tatouages officiels produits par l'armée quand on est dans l'armée, et puis des dessins portés par des vétérans. D'observer ça et de réussir à comprendre que ce sont des dessins de vétérans et pas des dessins du corpus de l'armée. Donc voilà, le dessin, le motif, parce que là on parle plus de dessin, le motif en tatouage porte beaucoup plus que ce qu'il donne immédiatement à voir, et pas simplement du fait que avec pas simplement des notions de durabilité, d'éphémère, d'expérience de vie, etc. Enfin bon, il est un peu le temps d'aller un peu au-delà en termes de réflexion. Je veux dire réflexion artistique. Voilà, c'est ce livre-là qui manque. Effectivement, ce serait bien intéressant. C'est vrai que la plupart des tatouages qui sont recensés ont été faits en prison ou à l'armée. Mais ça, c'est un peu le contexte en lui-même du tatouage, parce qu'après, ils peuvent avoir une portée aussi religieuse ou politique ou même érotique. Ça nous permet aussi de voir un peu quels étaient les codes de l'époque, quelle était l'imagerie de l'époque plus populaire, et effectivement il y a ce que la personne a voulu exprimer, la personne qui l'a dessiné, la personne qui le porte, mais c'est aussi toute une culture de l'époque qui permet que permettent de voir ces dessins. De ne pas réduire ces dessins uniquement, ces dessins ou ces tatouages uniquement le fait que ça soit des faits en prison ou à l'armée, mais que c'est porteur de vraiment toute la culture et puis toute la société, tout ce qui est vécu à cette époque-là, et pas de se dire c'est juste des dessins de détenus qu'il faut voir un peu plus loin, quoi. Les dessins de Wollan ne sont que des reproductions de tatouages portés, et ce sont des tatouages qui n'ont pas forcément été faits en prison.
Non, ce sont les dessins de l'observation de Charles Perrier. C'est simplement l'idée de constater que la pratique se retrouve sur beaucoup de détenus à l'époque. Ce sont des dessins qui sont portés déjà par les... En tout cas, c'est le travail de Wollan. C'est son travail de reproduction. Ça n'est pas la même chose. Ce que je reproduis là, enfin ce que je montre dans l'exposition, ça n'est pas du tatouage de Beribi, hein. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution de la pratique, et notamment dans la démarche artistique, dans l'évolution des motifs, du dessin préparatif au tatouage? Enfin, il y a des choses qui sont restées traditionnelles ou inspirées du traditionnel. Ça a aussi beaucoup évolué sur plein de courants différents. Qu'est-ce que je pense de la pratique aujourd'hui ? Ce que je pense de la pratique aujourd'hui, c'est ce que je pense la plupart des gens qui sont dans le milieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là ça s'est un peu arrêté avec le Covid, mais à un moment donné, les shops de tatouage se sont ouverts comme des épiceries, que les gens sont allés se faire un tatouage comme on achète des chaussettes. Et que si ce sont des chanceux, ils sont repartis avec quelque chose d'intéressant. Pour la plupart, c'est assez questionnable. Après, il y a eu aussi la grande question des écoles de tatouage, de l'école de tatouage. Est-ce que le tatouage s'apprend à l'école ? Ça, voilà, je laisse les gens répondre à cette question. Pour ma part, je pense d'un point de vue traditionnel que le tatouage est également un mode de vie, il ne s'apprend pas à l'école. Après, le tatouage, c'est aussi du dessin. Savoir dessiner, ça n'est pas périphérique. Et qu'il y a des grands tatoueurs qui sont des tatoueurs traditionnels. Je parle de l'Occident encore, hein. Donc qui s'inscrivent, on va dire, dans l'histoire occidentale du tatouage en Occident, qui ne savent pas dessiner, qui n'ont jamais su dessiner et qui font des tatouages merveilleux. Et des gamins qui savent extrêmement bien dessiner et qui font des tatouages de merde. Après, je pense que la pratique est beaucoup plus forte que tout ça, que tout l'air du temps. Et que c'est pour ça qu'il y aura encore du tatouage dans 2000 ans, si la planète n'a pas explosé avant. Et qu'il faut vraiment éviter d'être rétrograde. Et que la pratique change pas tant que ça. Et toujours, quand cette pratique change, de l'observation de l'histoire du tatouage depuis le début du christianisme, la pratique évolue. Et face à ça, la résistance s'organise. Et après, le cycle recommence. Oui, ça, c'est cyclique. C'est la puissance de l'histoire du tatouage. Donc là, l'idée, c'est de ne pas faire son Charles Pasqua et de ne pas être rétrograde. Donc je n'ai rien à dire d'assassin sur la jeune pratique du tatouage. Puisque les artistes aussi, que ce soit en tatouage ou pas, il y a des artistes, il y a plein de catégories d'artistes, mais sinon il y a des gens qui se croient artistes et qui ne le sont pas du tout. Et puis il y a des gens qui sont artistes malgré eux et qui en souffrent. Et il y a des gens qui deviennent artistes à force de travail. Et puis il y a des gens qui ne sont jamais des artistes, mais d'excellents techniciens, de merveilleux techniciens, qui ne sont pas rejetés non plus. Oui, c'est un peu aussi l'éternel débat entre artisans et artistes. Mais non, c'est encore un autre débat, ça. L'idée de l'artisanat et de l'art. Parce qu'on on peut ne pas du tout se considérer comme un artiste et être un technicien si hors pair
que sans le calculer, sans le vouloir, on est capable de générer quelque chose de formidable, d'inédit, d'exceptionnel, et qu'on ne sait même pas soi-même regarder. Donc non, le débat artisanat-art est plus large que ça, et vous verrez dans l'exposition par exemple, alors il y a un art qui est très connu qui s'appelle l'art des poilus, donc c'est l'art du front de la Première Guerre mondiale, de 14-18, et vous avez un art des poilus, voilà. Et c'est un art qui a été extrêmement observé, qui est merveilleux, et qui après a été très exploité, et s'est perpétué hors du front, c'est-à-dire à l'arrière. Et moi, ce que je montre là, encore une fois dans Hey le dessin, c'est un art qui fait partie de l'art des poilus, mais qui n'a jamais quitté le front, et qui est inconnu, et qui est l'idée de faire apparaître du dessin sur de la feuille séchée d'arbre. Donc quand vous allez voir ces feuilles, vous allez être bouleversé. Quand je vous décris la chose, vous faites tomber ça dans le domaine de l'artisanat. Et quand vous êtes devant les feuilles, vous êtes complètement bouleversé. Donc, l'idée de l'art et de l'artisanat, ça va au-delà, en fait. Et c'est tout mon combat, et c'est le combat de Hey, c'est de faire passer au premier plan l'énergie. Moi, j'appelle ça l'intelligence du populaire. J'appelle ça aussi, c'est l'énergie de la rue, et c'est l'authenticité, en fait, de la rue. Et c'est ce qui me raccorde à la théorisation de l'art brut. Et c'est pour ça que je suis ici, au musée de la Halle Saint-Pierre, qui est spécialisé dans l'art brut, l'art singulier, l'art outsider. Donc le débat artisanat-art est un débat très académique et qui ne me concerne pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.